S'il est une question difficile ces jours-ci dans l'Église, c'est bien celle de l'interdiction par décret ministériel pas l'interdiction, l'introduction, c'est pas pareil, hein? L'introduction du passeport sanitaire dans les lieux de culte. Adjoint au secrétaire général à l'Union des Églises baptistes francophones du Canada. C'est long, ça, comme titre? Je sais. Les évangéliques, on aime ça, des grosses façades d'église. Aïe. Ouais, c'est ça. Jean-Christophe Jasmin, que vous venez d'entendre, signe ces jours-ci un texte sur le traitdunionverbe.com sur le sujet. Salut, Jean-Christophe. Salut, Antoine. Dans ta réflexion, tu soulignes que l'aspect légal, voire constitutionnel d'une telle mesure n'a peut-être pas été assez analysé. Toi, tu t'y penches à fond. Oui, c'est ça. Ben, c'est la grosse question. Hein? C'est la question de la liberté de culte. Mm-hmm. C'est une liberté qui est reconnue dans la Charte canadienne des droits et libertés. Puis les chartes ne définissent pas les droits et libertés des gens, mais énumèrent, dans le fond. C'est-à-dire que ce n'est pas limitatif. Par défaut, on a tous les droits et libertés, mais en particulier ceux qui sont mentionnés. Et la première liberté qui est mentionnée dans la liste, c'est l'article 2, c'est la liberté de culte, qui est une liberté fondamentale. Toi, ça te passionne, ce sujet-là, parce que tu es un politologue aussi. Oui, aussi, c'est ça. J'ai tergiversé du ministère public au ministère chrétien. Mais oui, mon arrière-plan, c'est en théorie politique. Alors, tu es bien équipé pour discuter de ça. L'accès au lieu de culte, c'est un point, c'est une question névralgique dans l'histoire du passeport vaccinal. On a des droits, on a des devoirs, et tout ça, des fois, entre en compétition. Les droits entrent en compétition les uns avec les autres. On va y venir dans quelques instants. Peut-être, là, mettre la table en regardant c'est quoi le cadre légal dans lequel ça s'applique, ce passeport vaccinal-là. Il est question d'un état d'urgence sanitaire au Québec depuis plusieurs mois. C'est une toile de fond qui est pas négligeable là, dans ce qui nous arrive. Exactement. Il faut comprendre que ces justifications-là, ou comment mécaniquement ça se passe, le passeport vaccinal, c'est qu'on a une loi au Québec, la loi sur la santé publique, à l'intérieur de laquelle il y a des dispositions pour le décret de l'urgence sanitaire. Et donc, cette loi-là a été votée dans le passé, mise à jour par l'Assemblée nationale. Donc, c'est une loi qui est adoptée démocratiquement par la province de Québec, qui est responsable de la question de la santé publique. Et à l'intérieur de cette loi-là, il y a justement la possibilité, comment est-ce qu'on déclare l'urgence sanitaire. Puis une fois que l'urgence sanitaire est déclarée, comment le ministre de la Santé peut, par décret, donc, c'est-à-dire sans passer par un processus judiciaire plus long, mais simplement par décret ministériel, agir de certaines façons, en limitant l'accès d'une certaine partie de la population à d'autres endroits, en forçant la vaccination, en embauchant du personnel ou en achetant des vaccins. Dans le fond, ça donne un pouvoir presque dictatorial, dans le sens où ce que le ministre dicte, puis tant que c'est dicté à l'intérieur du cadre de cette loi-là, ben ça se fait tout de suite. Mais on n'est pas pour autant en régime dictatorial parce que cette loi-là a été adoptée démocratiquement. Mais si je comprends bien, vu que les autres institutions, par exemple l'Assemblée nationale est mise sur pause présentement, va recommencer ses activités très bientôt, mais la façon de gouverner est par décret, donc assez direct, ou du moins sans intermédiaire ou sans long processus législatif habituel. C'est ça. C'est un état d'urgence ou un état d'exception. Je dis dictature, c'est pas dans le sens on est sous une dictature, mais vraiment, quand tu regardes dans l'histoire romaine, par exemple, sous la République, il y avait cette disposition-là qu'en temps de grande urgence, on pouvait nommer un dictateur qui était là temporairement pour défendre Rome de ses ennemis ou quoi que ce soit, mais c'était toujours temporaire et ultimement suspendu. Donc, c'est simplement c'est un processus pour raccourcir le processus décisionnel. Puis c'est utile, c'est compréhensible en état d'urgence. Alors, si on revient à la question du cadre légal, il y en a qui pourraient dire c'est illégal le passeport vaccinal, tout ça. Non, c'est clairement, ça s'inscrit dans la loi de la santé publique, donc on est en pleine légalité. Oui, c'est ça. On est à l'intérieur. C'est fait à l'intérieur d'un cadre légal. Et dans le fond, dans le premier article de la Charte canadienne des droits et libertés. Le premier article n'est pas à propos des droits et libertés, mais des circonstances dans lesquelles on peut limiter ces droits et libertés-là. Et une des nécessités, c'est que justement, ça soit fait à travers un cadre légal. Donc, François Legault ne pourrait pas dire à la SQ, on va fermer les églises parce que c'est moi le premier ministre. Ça, c'est pas fait dans un cadre légal, mais un décret du ministre de la Santé qui ferme les lieux de culte
c'est fait à travers comme un appareil légal. Puis c'est pas parce que c'est fait légalement qu'on peut nécessairement restreindre cette liberté-là. Mais si on veut restreindre cette liberté-là, il faut que ça soit fait à l'intérieur d'un cadre légal. OK. Alors là, si je te suis bien, il y a l'article 2 qui parle des libertés de culte, qui est une des libertés fondamentales, mais qui est, disons, qui peut être relativisée, cette liberté-là, en fonction d'autres éléments qui sont, tu as parlé de la légalité, des règles de droit. Il y en a d'autres critères sur lesquels la Constitution, en fait, les juges de la Cour suprême ou la jurisprudence vont finir par trancher des cas. C'est quoi les critères qui leur permettent de juger de la constitutionnalité de tel dispositif? Oui, c'est ça. Le premier article de la Constitution reconnaît que même si c'est des droits fondamentaux, les droits individuels ou les droits des communautés ne sont pas des droits absolus qui peuvent écraser les droits des autres ou l'intérêt public. Donc, par exemple, une crise sanitaire, il peut avoir une restriction pour l'intérêt public. On est dans une guerre, on est dans une crise environnementale ou quoi que ce soit, il peut y avoir des suspensions temporaires de ces droits-là, mais il faut tout le temps que ça soit, c'est ça, par l'intérêt public. Donc, la Cour, à travers le temps, a développé comme un test à travers le jugement. L'arrêt, en fait, c'est pas un jugement, c'est un arrêt de la Cour suprême, l'arrêt Oaks, qui dit, premièrement, il faut que ça soit fait dans un cadre légal, comme je mentionnais plus tôt. Deuxièmement, il faut mesurer l'importance et la nécessité. Faut que ça soit impératif de suspendre ces libertés fondamentales-là. Et donc, maintenant, la question, ça tombe un peu plus. C'est pas aller en cours encore, ces questions-là, pour la liberté de culte. Donc, tu es un juge et là, on se dit, OK, là, il y a une suspension de l'accès. Dans le fond, le passeport vaccinal, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une partie de la population qui a refusé de se faire vacciner pour différents motifs. Certains, ça peut être par motif de conscience. D'autres, ça peut être par accessibilité, par négligence, paresse, conviction, quoi que ce soit. Mais pour certains, il y a une opposition entre leur liberté de conscience et leur liberté de culte. Ouais. Tu choisis entre l'un et l'autre. Mais normalement, tu n'es pas supposé avoir à choisir entre tes droits. Là. C'est comme un buffet. C'est pas comme au resto où tu en choisis. Valérie? Juste une question pour préciser. On parle d'interdire la liberté de culte pour certains. Là, actuellement, s'il y a des messes qui sont célébrées à l'extérieur, les personnes non vaccinées, dans le cadre du décret, vont avoir accès à la messe quand même. Oui. Donc, messe ou office d'hiver, là. Comment? Messe ou autre office. Oui, ou autre office d'hiver. Donc, il y aurait peut-être une petite nuance à faire parce que si le culte est fait à l'extérieur... Oui, c'est ça. Et c'est là qu'on tombe un peu dans la question, dans la seconde question. La première question, c'est est-ce que c'est impératif? C'est sûr, si on a l'Ebola, c'est vraiment impératif. Si c'est la grippe à chaque hiver, là, tu dirais non, c'est pas aussi urgent. Là, maintenant, avec la COVID, on est plus proche de la grippe que l'Ebola, mais on n'est pas à la grippe non plus. Non. Donc, il y a quand même une justification. Maintenant, après ça, c'est la proportionnalité, exactement. C'est de dire, attends, il y a une différence, là, de dire tu n'as pas le droit de pratiquer ta religion jamais, versus, tu peux pratiquer ta religion, mais à l'extérieur. Tu peux la pratiquer, mais seulement à l'extérieur, l'hiver au Québec, mais on n'a pas d'espace prévu pour ça. Et là, dans l'arrêt Loyola, qui est un arrêt de la Cour suprême qui est lié à la question de la liberté de culte, il est mentionné que, justement, il y a tout ce qui porte une atteinte grave et sérieuse aux institutions qui promouvoient le culte ou la liberté de religion de quelqu'un. Dans le fond, c'est une chose de dire oui, tu as le droit de pratiquer ta religion si tu es catholique, mais si le gouvernement détruit tous les bâtiments, toutes les églises catholiques, quelque part, c'est un peu mal commode. C'est un peu mal commode. Donc, quand il dit oui, tu peux pratiquer ta religion, mais dehors à -20, oui, techniquement, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a vraiment une proportionnalité entre le préjudice vécu puis le gain pour l'intérêt public? Bon, parlons-en de cette proportionnalité-là. Jean-Christophe Jasmin, il y a, la santé publique s'est penchée sur ça déjà, même avant l'imposition du passeport vaccinal. Il y a eu des avis qui ont été mis par les bonzes de la santé publique sur cette proportionnalité-là. Les gens vivent pas dans une bulle, étaient conscients qu'il y avait des enjeux constitutionnels, aussi des enjeux de liberté qui n'étaient pas à prendre à la légère. On voudrait dire oui. Par rapport aux il y a eu des avis écrits. Il y a eu un avis écrit, par exemple,
techniquement, est-ce que c'est un avis ou c'est une opinion, dans le sens que ça tombait un peu dans une catégorie où c'est consultatif, mais c'est pas, ça ne lie pas le gouvernement à cette décision-là. Par rapport à la question d'un passeport qu'on appelait immunitaire, ça c'était en mars 2021, où l'Institut national de la santé publique disait, bon, si les vaccins confèrent réellement une réduction de la transmissibilité de 90%, et si c'est un passeport immunitaire, ça veut dire ça compte les vaccins et aussi les infections. Et si c'est limité à la liste des lieux qui ont été les premiers, donc les gyms, les bars, les restaurants. Donc, là où il y a eu plus d'éclosions, par exemple. Il y a eu plus d'éclosions, parce qu'il y avait quand même un lien quand même démontré entre la transmission. Puis il disait, écoutez, c'est un précédent important, ça limite beaucoup la liberté des gens. On voit qu'il y a un léger avantage vers l'imposition d'un passeport vaccinal, mais cette question-là doit être vue, à la lumière des données sur l'effet sur la transmission, l'effet réel des vaccins sur la transmission, puis aussi la portée de l'application. Donc, si on pense que ça dépassait d'un fil où le comité d'éthique de l'INSPQ disait que c'est juste un petit peu mais, plus, OK, mais la proportion, c'est quand même égal, mais ça penche un petit peu plus vers le passeport, on peut imaginer que si on lui redemandait son avis aujourd'hui, ça ne serait pas positif. Non? Parce que la situation évolue assez vite. On a aussi des données qui s'accumulent. On parlait dans l'émission cette semaine de la science qui est comme cumulative. On a des briques qui s'ajoutent là, dans le portrait présentement. Les nouveaux variants interagissent aussi différemment. C'est intéressant parce que alors que la situation scientifique, disons, l'évolution des données scientifiques évolue dans un sens, on a l'impression que les mesures coercitives, elles, évoluent dans l'autre sens. Il y a un jeu politique qui se fait là, selon toi, Jean-Christophe? Oui, je crois que là, on tombe un peu... C'est ça le problème de la politisation de la science, à quelque part. Puis c'est là où on tombe, j'ai l'impression, dans un jeu, sur un terrain très dangereux. Parce que Macron qui disait emmerder, qui souhaitait emmerder les ou par exemple la question de dire au Québec on est quand même un des pays, je pense qu'on est un des pays au monde où on est le plus vacciné. On est, je pense, la juridiction au monde où il y a eu le plus de confinement ou de distanciation sociale. Et on a quand même comme une cinquième vague qui est importante. Et là, le gouvernement commence à dire c'est de la faute aux non-vaccinés. Et c'est vrai qu'il y a une proportion, on peut dire, en termes d'hospitalisation, sont surreprésentés par rapport à la population qu'ils sont. Maintenant, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est hospitalisé avec la COVID ou à cause de la COVID, c'est pas tout à fait la même chose. Que il y a des non-vaccinés qui sont à l'hôpital, qui seraient à l'hôpital même s'ils étaient vaccinés, parce que il y a des vaccinés aussi qui sont hospitalisés. Là, la comorbidité, des points comme ça qui font que, admettons que les non-vaccinés, les 7% de non-vaccinés qui restent là, en haut de 18 ans ou quelque chose comme ça, augmentent le niveau d'hospitalisation de 200 lits. Est-ce que c'est ça qui est en train de faire effondrer le système de santé en ce moment? Et est-ce que ça justifie pour que le gouvernement du Québec dise regardez, on va garder les magasins ouverts, mais on va fermer les lieux de culte. On va garder les services gouvernementaux ouverts, mais on ne laisse pas ouverts les services religieux. Parce que ça aussi, c'est une mauvaise compréhension de la place de l'Église ou des lieux de culte dans la société. Puis depuis le début, le gouvernement, moi je me souviens au tout début, comme tu l'as mentionné, je suis à une association d'églises évangéliques. Première conférence de presse, on se dit qu'est-ce qui se passe avec les lieux de culte? On parle des centres de trampoline. Je ne sais pas s'il y en a à Québec ici. Je pense qu'il y en a un à Laval ou quelque chose comme ça. Il y a plus de lieux de culte que de centres de trampoline. Mais les centres de trampoline, si je me permets, alimentent beaucoup les urgences. Là. Ils sont très dangereux. Oui, c'est ça. Juste en fermant ça, tu libères comme tu dis. mais là, tu sais, puis là, on se dit, coudonc, ils n'ont même pas mentionné les lieux de culte. Puis à plusieurs reprises, c'est comme, même la dernière fois, c'était François Legault passe en anglais, puis il dit, oui, j'y pense, les lieux de culte. Et donc, et même, il y avait un débat quand on rouvrait les espaces de dire, vous ouvrez les salles de spectacle. Nous, on est comme une salle de spectacle, on n'est pas comme un bar, mais on n'est ni une salle de spectacle, ni un bar, un lieu de culte. C'est un service public non gouvernemental. Valérie, rapidement. Oui, parce que pour moi, c'est une chose de voir à quel point le gouvernement comprend mal, en fait, ce que c'est que l'importance de la dimension spirituelle dans la vie des gens, puis avec les différents projets entourant la laïcité qui
promu. Bon, moi, ça m'étonne pas. J'aurais été curieuse de t'entendre sur la réaction des communautés religieuses, parce qu'eux comprennent bien leur rôle. Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr, nous, dans le milieu évangélique, on est une communauté, c'est très axé sur une paroisse locale, si on veut. On croit beaucoup dans l'Église locale. Et nous, moi, je suis à la Valtrie dans une implantation. Puis depuis 2 semaines, on se réunit dehors depuis la fermeture des lieux de culte. Donc, pour nous, c'est vraiment important d'essayer de persévérer. Maintenant, la grosse question, c'est maintenant que les lieux de culte vont rouvrir au début du mois de février, qu'est-ce qu'on fait pour la partie de notre Église, qui est à peu près la même chose que dans les milieux séculiers, là, c'est-à-dire 10 5 des gens qui ne sont pas vaccinés. Est-ce qu'on dit, arrangez-vous? Vous n'êtes pas un repère de complotistes, vous, les croyants? Là... il peut y en avoir, mais non, on n'est pas un repère de complotistes. C'est sûr que, quand ils disent les non-vaccinés, certaines communautés ont des raisons historiques d'être plus méfiantes par rapport à l'État. C'est sûr, comme l'historique protestante en Amérique du Nord, c'est de fuir l'État et la persécution. Donc, il y a quand même une plus grosse méfiance, j'imagine, envers l'État. Mais non, c'est la même proportion. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit, on va séparer le corps de Christ? Est-ce qu'on va séparer l'Église pour être soumis aux autorités? Ou est-ce qu'on va tous se rendre un peu plus inconfortables, mais conserver l'intégrité de l'Église, de la paroisse? C'est une question à laquelle vont être confrontés beaucoup de paroisses, peu importe la dénomination. Est-ce qu'on fait une gang en dedans, une gang dehors, tout le monde dehors, ou juste en dedans, puis ceux qui sont dehors, tant pis pour eux. Iront magasiner. Non, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Ouais, c'est ça. Ceux qui veulent poursuivre la réflexion peuvent lire ton texte qu'on publie ces jours-ci sur le-verbe.com. Merci beaucoup, Jean-Christophe Jasmin, d'avoir brossé ce portrait de la situation, de la liberté des lieux de culte, mais aussi en lien avec l'imposition du passeport vaccinal dans ces lieux-là. Ça reste à suivre. Il y a aussi une pétition en ligne. Oui, il y a une pétition en ligne. Vous allez sur change.org, change.org/liberté de culte, pas d'accent. Vous pouvez signer une pétition. C'est vraiment pour la suspension du décret du passeport vaccinal dans les lieux de culte. C'est pas contre le vaccin. C'est pas contre le vaccin, c'est pas contre les mesures en général. On rentre pas dans les chicanes de ci, de ça. C'est vraiment par rapport aux lieux de culte. Merci beaucoup, Jean-Christophe.